Merci Stéphane. Donc on va essayer de répondre à cette question difficile. Le CEDREPS, dans l'acronyme CEDREPS, il y a un R qui veut dire renouvellement de l'EPS. Et donc c'est une question qu'on se pose quand même depuis 25 ans. Et c'est vrai qu'on arrive ici un peu à un point d'étape aujourd'hui. Derrière le CEDREPS, c'est dans le C de l'acronyme, c'est collectif. On est à peu près une cinquantaine de collègues à avoir travaillé notamment sur le cahier 19. Donc si on est ici que deux, on représente tout ce travail. On va essayer de vous présenter les éléments essentiels. On vous renverra ensuite aux deux derniers ouvrages notamment. Donc la réponse à la question nous avait posée Stéphane, on va retrouver le mot savoir au centre de nos préoccupations et avec cette idée de projet d'émancipation et de valeur. Donc ça va tourner autour de ces trois mots-là. Et pour illustrer un petit peu ce cheminement de 25 ans, je vais essayer de reprendre, mais vraiment un gros trait, comment on a évolué sur ces 20-25 ans. L'éducation physique, rien que dans sa forme, EPS, vous avez les deux pôles que vont constituer d'un côté les valeurs, plutôt du côté de l'éducation, et de l'autre côté, vous avez les pratiques quotidiennes, les pratiques professionnelles. Et c'est vrai que vous, comme nous, on essaye de tenir ces deux bouts-là, et c'est cette question qu'on a travaillé pendant un paquet d'années. Du côté des pratiques, vous avez la pratique d'enseignement, les pratiques sociales, l'activité des élèves. De l'autre côté, vous avez une EPS qui s'inscrit, on ne l'a pas trop entendu ce matin, mais dans une école de la République, et ce n'est pas anodin, c'est même essentiel. Si on parle d'émancipation, c'est parce qu'on se rattache à cette école de la République. Et entre les deux, nous, on a mis... depuis le début, cette question des savoirs comme une question clé. Ça renvoie à une troisième lettre de l'acronyme qui est disciplinaire, c'est un collectif disciplinaire. Et donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'une discipline se construit par ses savoirs, se définit par ses savoirs. Donc, à la question « quelle EPS voulons-nous ?», il faudra répondre à la question « mais quel savoir voulons-nous enseigner ?» Ensuite, après, on peut se poser les questions de savoir comment on le fait, de quelle manière, avec quelle intervention, mais si on veut être une discipline scolaire, il faut qu'on réponde à cette question impérativement. Les cahiers 18 et 19 sont un moment important de cette cohérence qu'on essaye d'établir, un rapprochement entre valeurs et pratiques. C'est un peu ce qu'on va essayer de démontrer en deux temps. En fait, une première partie où c'est plutôt moi qui vais intervenir sur des valeurs aux pratiques, si vous voulez, avec les options du CEDREPS, projet d'émancipation et la question des trois dimensions du corps. Et puis un versant des pratiques aux valeurs, qui sera plutôt illustré par Jean-Luc sur des éléments que vous connaissez, mais qui méritent qu'on a bien étoffé depuis quelques années. Le projet d'émancipation et de coopération, il y a les deux. Alors je voudrais revenir un peu sur cette construction. Si on reprend le collectif du CEDREPS, qui a quand même quelques années, presque 30 ans aujourd'hui, il y a cette idée qu'on sont les praticiens, c'est-à-dire l'EPS est faite par les profs d'EPS. Et c'est ça qu'il faut regarder au plus près pour essayer de tenter d'identifier quels sont les savoirs qu'ils constituent. Ces savoirs, nous, on les recherche dans la culture. Alors, j'aime pas beaucoup le mot « la culture » parce que ça semblerait dire qu'il y a une culture. Je préfère souvent utiliser le terme « les cultures » parce qu'il y a plein de cultures des pratiques corporelles, même si on a tendance souvent à les réduire. C'est pour ça que on fait référence aux cultures passées. C'est pas parce qu'elles ont 30 ou 40 ans qu'elles ne sont plus d'actualité ou elles ne sont plus intéressantes. À ce moment-là, les profs de français n'étudieraient pas le 19e siècle, le 18e ou encore moins les auteurs de l'Antiquité. Si on se posait le même type de questions, ça pourrait être intéressant. Et notre conviction profonde, c'est que c'est à partir de ces savoirs qui sont ancrés dans les cultures qu'on va construire une émancipation. Et l'émancipation, on le met en vis-à-vis avec déterminisme. C'est-à-dire que s'émanciper de quoi ?
on va y revenir dessus après, je vais revenir dessus après de manière un peu plus précise, c'est de choses qui vont nous limiter ou qui nous contraignent ou qui nous empêchent d'explorer des possibles. En 2003-2005, pour les plus anciens qui se souviennent, avec la cassette qui est sortie, on a parlé du pratiquant cultivé. Donc là, on était du côté des valeurs, c'est-à-dire qu'on commençait à essayer de préciser un peu ce que l'on voulait en EPS. On voudrait qu'à la fin d'un cursus, on ait un pratiquant cultivé. Et bon, avec ces 4 dimensions, motricité, efficacité, sensibilité. Et l'expression homme debout aussi était une expression qui à l'époque était utilisée, maintenant beaucoup moins. Et les pas en avant, alors le pas en avant, c'est plutôt du côté des pratiques. Là. On a commencé à identifier des éléments importants. À partir de 2004-2007, on a vu cette distance à la pratique sociale et peut-être encore plus cette distinction entre la pratique entre l'activité du pratiquant et la pratique. Jean-Luc a longtemps mis en avant la différence entre la natation et le nageur, ou moi entre le grimpeur et l'escalade. C'est pas la même chose. Nous, on est centré sur l'activité du pratiquant, d'où l'acronyme actuellement PPSCEDA qu'on utilise. Et des convictions fortes qui apparaissent, notamment cette idée de ciblage. Et on peut dire qu'à ce moment-là, historiquement, on bascule beaucoup davantage sur les pratiques. On essaye de construire des outils, notion de forme de pratique scolaire, notion de ciblage qui nous aident au quotidien. On est plutôt de ce côté-là. Et on continue ce cheminement et on voit apparaître une nouvelle notion qu'on utilise, qui sont les objets d'enseignement, qui vont être au centre. Donc là, on se rapproche des savoirs, avec un savoir spécifique sur lequel des collègues du groupe ont pas mal travaillé, le savoir s'entraîner, je pense à Raymond là-dessus. Et parallèlement, on va voir revenir d'autres préoccupations, notamment, je pense toujours à Cathy Patinet, qui était un membre important du CEDREPS, qui a remis en avant la question de l'égalité, de l'accessibilité. Ça a été repris après par les collègues de Marseille, Ghislain, Nula, Éric Fiobet, avec les idées de champion de soi-même. Donc on voit bien ce jeu de bascule entre, en même temps, travailler sur les dimensions pratiques, en essayant de trouver des notions qui vont nous permettre de un peu mieux étayer ce travail-là, et en même temps, on n'oublie pas l'autre versant. Mais les choses ne se refont pas dans le même temps. Et puis il y a le travail qu'on a fait là récemment, depuis, enfin ça va quand même faire 4 ans qu'on est sur ce travail-là. Le premier, le cahier 18, qui vise à donner une cohérence globale, c'est plutôt ce que je traiterai là ensuite. Et le second, le cahier 19, qui lui est davantage centré sur ce qu'on a appelé les objets d'enseignement. Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette notion d'émancipation. Alors vous voyez, j'ai mis une distinction émancipation sociale, émancipation individuelle, parce que dans l'ambiance actuelle, je dirais, on le voit bien, il n'y a pas très longtemps, il y a Boris Cyrulnik qui s'est insurgé contre l'utilisation néolibérale de la notion de résilience. Ben là, c'est un peu la même chose, si vous voulez. L'émancipation sociale, ça veut dire que je m'émancipe avec les autres et pas en concurrence avec les autres. C'est un peu la conception qu'on a actuellement de l'émancipation, un peu émancipation chacun pour soi. Nous, on a vraiment choisi ce volet-là. S'émanciper, ça veut dire se libérer de quelque chose, et c'est ce quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour permettre à ouvrir les corps, les possibles du corps. Bon, je rappelle que l'école, c'est sa fonction, ça serait sa fonction dans l'école de la République. Et on a identifié 4 grands types de déterminisme, en fait. Mais c'est assez vieux. Paul Goiran avait déjà travaillé notamment sur les premiers, sur les déterminismes liés à l'organisation de l'activité motrice. Mais il y a d'autres déterminismes sur lesquels, par exemple, on a beaucoup insisté avec Thierry Tribala depuis quelques années sur les normes qui pèsent sur les corps. Et il y a des déterminismes aussi qui pèsent sur les univers symboliques et imaginaires dont sont porteurs les pratiques corporelles et les pratiques physiques qu'on enseigne.
Et c'est une dimension qu'on oublie souvent, ouvrir les gens à d'autres univers symboliques. L'escalade, c'est pas que l'escalade sur mur. Faire de l'escalade dans des voies faciles, dans des zones naturelles, enfin revenir sur ce qu'on faisait à l'extérieur il y a encore quelques années, bon, c'est d'autres univers symboliques qui ne sont pas mieux ni meilleurs, mais il y a toute cette diversité d'univers qui nous semble importante à ouvrir. Et bien sûr, tous les discours qui vont avec, qui pèsent et qui sont intégrés par les uns et les autres. Donc ça nous a amené à se poser la question, oui, on veut travailler sur quoi? Et c'est ce schéma un peu central pour nous, si on pouvait dire c'est quoi l'objet de l'éducation physique, il va tourner autour de travailler sur ces trois dimensions de l'activité corporelle. Et en EPS, on devrait, enfin de notre point de vue, on devrait utiliser ça, étudier ces trois points-là. Le corps vital, le corps symbolique et le corps social, là j'invente rien, je reprends Michel Bernard. Hein. C'est vieux, mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas intéressant. Le corps social, c'est ce qui renvoie à toutes les normes qui pèsent sur les manières de faire et sur le corps. Là, pour ceux que ça intéresse, allez voir Bourdieu et Foucault. Le corps vital, c'est un peu ce qu'on a évoqué vite, ce que Loïc a évoqué ce matin, c'est-à-dire tout ce qui, les déterminismes moteurs, c'est associé à cette notion de pas en avant qu'on a toujours mis en avant. On a toujours dit que l'EPS ne servait pas à conforter des motricités quotidiennes, c'est pas son rôle. Hein. Et puis une dernière dimension qui est le corps symbolique, et c'est vrai que les pratiques physiques ont une dimension anthropologique sur laquelle on peut travailler. Alors autour de ça, vous pouvez mettre les notions plus courantes du CEDREPS, hein, qui sont la notion d'expérience culturelle et corporelle qu'on a travaillé, notion de fond culturel, mais tout ça, ça renvoie au corps symbolique. Tout ce qui est l'égalité, la coopération, l'accessibilité sont des formes de pratiques qui vont induire des normes différentes. Et puis bien sûr, les pas en avant et fil rouge. Alors, si on avait à résumer ça de manière un peu plus synthétique, on pourrait dire que le PS de demain, comment on la verra au CEDREPS, il y aurait cette idée de libérer l'activité corporelle selon ces trois dimensions, proposer du qualitatif à tous les élèves et l'organisation collective. Hein. Si la notion de forme de pratique a été construite, on l'a toujours conçue comme un rapport comme structurant la vie de la classe et dans laquelle le rapport à l'autre, aux autres, était essentiel. Vous pouvez à ce moment-là rattacher assez facilement que l'émancipation du corps, du sujet corps libre, eh bien, ça renvoie à cette dimension-là. Il y a une conviction très forte dont on est porteur, nous, c'est la reprise de l'expression d'Astolfi, la saveur des savoirs. C'est-à-dire qu'on pense que, effectivement, c'est ce qui va faire bouger les élèves, c'est cette saveur. Et puis, bon, on retrouve dans le agir délibéré et s'organiser collectivement, la référence à ce qui nous semble intéressant, c'est la notion de coopération. Et le pari sur la construction d'un rapport à l'autre différent. Alors, comment on se sert de ces trois dimensions du corps? Alors, c'est un petit peu ce qu'on a fait dans la partie 3 du dernier cahier du 19. On s'est dit, on va essayer de ne pas laisser, en fait, la dimension théorique suspendue un petit peu, comme c'est souvent le cas. On a des intentions éducatives où il y a des objectifs très larges, puis après, bon, on rentre dans les pratiques, on oublie un petit peu ça. Et là, on a essayé d'interroger, c'est-à-dire qu'on s'est dit, les objets d'enseignement qu'on propose, qu'on met à l'étude des élèves, eh bien, on va les regarder des trois points de vue qu'on a donnés, c'est-à-dire du point de vue du corps vital. Donc chacun dans sa pratique s'est posé la question, mais qu'est-ce que j'apporte de différent, de nouveau pour produire une motricité non usuelle? De la même manière, dans les pratiques que je mets en œuvre, quelles sont les normes implicites qui pèsent sur les corps? Alors, les normes d'excellence, hein, les normes sportives, parce qu'on a tous été très
biberonné à ces normes dans lesquelles on a vécu longtemps, les stéréotypes sociaux. Et est-ce qu'on a possibilité ou est-ce qu'on a ouvert à d'autres types de normes ou est-ce que dans le parcours, la réflexion sur le parcours de l'élève, en fait on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes normes qui sont mises en place, hein. Tout à l'heure on parlait de l'autoréférence, c'est un autre type de normes qu'ont mis en place les copains de Marseille, qui changent par rapport aux normes classiques qu'on a dans l'opposition en compétition. Et puis aussi, on s'est posé la question, est-ce que les univers symboliques et imaginaires qui sont proposés dans le parcours de l'élève, au fil des objets d'enseignement dans une pratique, peu importe laquelle, est-ce que ça ouvre à différents types d'imaginaires? Est-ce que ça ouvre à différents pans de la culture de ces pratiques? Ou est-ce qu'au contraire, on est toujours sur le même type de... À l'échelle du parcours, c'est une question qui était intéressante et qui nous a permis de dire, est-ce qu'on fait toujours un peu la même chose? Est-ce qu'on ouvre? Et si on ouvre, de quelle manière? Et quand on ouvre, c'est là que se pose en fait la question de l'émancipation. On ne peut pas émanciper si on n'ouvre pas sur d'autres possibles, hein. Donc ça, ce questionnement à partir des 3 dimensions de l'activité du corps a été essentiel pour valider une forme de cohérence entre ce qu'on a caractérisé comme étant pour nous l'objet de l'éducation physique et en même temps voir si dans ce qu'on met à l'étude auprès des élèves, on y retrouve ces 3 dimensions, hein. Ce qui nous a amené à avoir des réflexions sur pas forcément rechercher dans la culture ambiante les formes de pratique, les pratiques intéressantes. Il y a peut-être d'autres pratiques à d'autres moments dans l'histoire. Enfin, moi qui connais particulièrement les pratiques de pleine nature, on s'aperçoit qu'il y a des pratiques qui sont intéressantes, même si elles ont eu lieu à d'autres moments de l'histoire, qu'on peut réactiver, hein, et réutiliser. On va le voir notamment dans l'exemple que je vais reprendre là après. Et un deuxième questionnement qu'on a eu, c'est par rapport aux valeurs. Vous savez qu'on a mis en avant 3 grands types de valeurs, hein, qui sont, d'un côté, on a fait 3 paquets en fait. L'égalité, qui a été construite assez tôt, la question de la coopération et de la solidarité aussi, et un 3e volet qui est sur, tout à l'heure je parlais, s'émanciper des déterminismes discursifs, c'est faire preuve, c'est utiliser la raison. La raison, c'est quand même un des fondements de l'école. Et on a aussi interrogé nos formes de pratique scolaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que est-ce qu'elles créent des espaces dans lesquels, si je reprenais l'expression du groupe analyse de pratique, on encourage à ces valeurs. On encourage à travailler autour de ces valeurs, à vivre ces valeurs. Et là, je prenais l'exemple notamment de la forme de pratique moule-vache. Alors, c'est pas forcément connu de tout le monde. Alors, en escalade, vous faites beaucoup de blocs. Alors, moi, j'ai mis en place une forme de pratique qui s'appelle mouli-bloc. Donc, c'est la même chose que du bloc, mais à part qu'on travaille avec une corde sur un mur, parce que vous n'avez pas tous des salles de bloc. Et mouli-vache, c'est, si je voulais résumer, c'est apprendre à assurer quelqu'un avec un assureur qui est plus au sol, mais qui est accroché sur le mur. C'est vivre la verticale. Et ces 2 formes de pratique n'ont rien à voir, hein. Il y en a une qui s'ancre sur un imaginaire qui est d'être suspendu à 2 dans le vertical et l'autre qui est sur l'imaginaire du jeu avec l'équilibre. Et ces 2 formes de pratique travaillent sur des registres de valeurs très différents. On a plus l'égalité, la coopération sur la forme de pratique mouli-vache et on a plus un travail sur la raison, le raisonnement, la réflexion sur les méthodes pour passer dans la forme de pratique mouli-bloc. Donc, et en regardant ces questionnements sur quelles sont les différentes formes de pratique que va vivre l'élève au cours de son cursus, tout à l'heure je parlais des objets d'enseignement, comment on les interroge du point de vue des 3 dimensions. Là, on va interroger le parcours au travers des formes de pratique scolaire du point de vue de ces 3 registres de valeurs.
Un chantier sur lequel on s'interroge actuellement, c'est celui effectivement des normes induites par les pratiques. Et notamment, pourquoi pas faire vivre des contrastes de normes avec des oppositions, notamment par exemple si je reprends, on a beaucoup de pratiques qui sont centrées sur la vitesse et la puissance. Pourquoi pas enseigner des pratiques qui seraient davantage centrées sur la lenteur, sur des formes de sobriété. On a la même chose sur la coopération et la concurrence. Il ne s'agit pas de dire quelle est la bonne norme, mais il s'agit de vivre et d'offrir différentes normes. Et c'est grâce à ce système de double interrogation qu'on peut arriver à peut-être vers un peu plus de cohérence entre nos pratiques et les intentions que l'on peut avoir entre valeurs et pratiques. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc vous avez remarqué qu'on a commencé l'exposé par le projet d'émancipation, quelque chose qui n'est pas simple, hein, même pour nous. Dans les 50 collègues du CEDREPS, c'est un objet d'étude, ce projet d'émancipation. On ne l'a pas à clé en main. Hein. On y réfléchit et c'est un chantier de 3-5 ans à venir. Voilà, je voulais vous le dire, parce que des fois on dit « ça y est, ils ont trouvé ». On n'a rien trouvé, nous. Hein. On a 2-3 trucs, on se dit « ça va tourner dans notre tête pendant 4-5 ans ». Mais on a voulu commencer comme ça, parce qu'il me semble que l'EPS a besoin d'un cap pour avancer. Et on a voulu commencer par ce cap, une activité corporelle. Voilà, on voulait vous le dire, on y a réfléchi longtemps, hein, Serge. Voilà, mais ce cap ne pourra pas se tenir, ce projet, sans des contenus et des démarches qui sont quand même fortes et stables. Donc je vais les reprendre, vous les connaissez peut-être beaucoup. Alors je vais aller vite, trop vite, mais bon, c'est la vie. Hein. Donc du côté des savoirs, c'est du côté du ciblage et du choix. Hein. On s'est toujours posé la question de ce qui était culturel. C'est une question difficile. Hein. Moi, dans les concours, je ne la posais plus, perso, hein, parce que je ne voulais pas entendre la réponse. Donc, je ne la posais plus. Mais elle est fondamentale, cette question. Sans ce culturel, vous n'aurez pas le ciblage. Hein. Vous n'aurez pas le ciblage, vous allez le chercher. Alors, on retient deux notions. CEDREPS, c'est expérience corporelle et culturelle. Le C de culturel est très important. Hein. Ce n'est pas que des expériences corporelles qu'on vit en EPS. Hein. Moi, ils adoraient le toboggan, mes élèves, hein, mais j'ai dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait culturel, quoique, bon. Mais bon, pas en tout cas dans une école que je concevais. Et fond culturel, qui est une autre notion qui, dans l'histoire, est apparue avant chez nous. On l'a traité avant CC. Ah ben. Alors, l'idée est que, Serge, ce qui nous a un peu changé, c'est quand on a dit on faut réfléchir sur le pratiquant. Alors on a réfléchi sur le nageur plutôt que la natation. Qu'est-ce qu'un nageur? Qu'est-ce qui fonde un nageur? Un grimpeur, un danseur. Ça, c'est méthodologiquement, moi, ça m'a transformé. Parce que penser l'absa natation, penser la danse, waouh! Alors, on ne va pas faire un truc très long ici. En travaillant sur la nature des expériences corporelles et culturelles, dans le cahier 19, vous avez les 6 expériences qu'on vous approche, qui sont décrites, hein, avec des registres, vous verrez. Et on n'a pas pu se résoudre à mettre l'acrobatie avec la danse. Donc on n'a pas pu, quand on travaille sur les données sur lesquelles on travaillait, on l'a décompressé. On avait des modèles à 10 expériences corporelles et culturelles. On s'est dit, la profession, elle va exploser si on leur a dit, il y a 10 expériences. On a retenu 6, très proches des programmes, mais avec cette différence de la décompression de la danse, des activités, des arts du mouvement et de l'acrobatie. Alors une expérience culturelle, je vais très vite, hein, c'est écrit en 100 pages hein, dans le cahier 19. Je ne veux pas que vous l'achetiez, mais quand même. 18 et 19, ouais, c'est le couple. Une expérience, c'est un ensemble de dynamiques imaginaires et symboliques qui sont des textes qu'on a réécrits avec Serge en s'appuyant sur Bernard Jeu, sur des choses déjà écrites. C'est un ensemble de précisions d'un projet précis et ce sont des dimensions d'action explicite. Alors, si on appartient à une expérience corporelle et culturelle, toutes les activités, alors APSA, nous on dit PPSAD, bon, je ne sais pas qu'on s'en fout, mais on préfère PPSAD. Si on appartient à la même expérience, on a le même ADN.
Et cet ADN, c'est des dynamiques imaginaires et symboliques, c'est la spécification d'un projet d'action précis, et c'est des dimensions d'action explicites. Sinon, on change d'expérience culturelle. Hein, voilà. Donc ça, on a fait un gros effort alors pour vous illustrer quand même un peu, quand on prend la danse, dans les dynamiques imaginaires et culturelles, on peut trouver des textes, lisez pas, vous l'aurez le diapo, c'est des choses assez, pas généralistes, mais qui renvoient à l'activité des hommes et des femmes lorsqu'ils se sont confrontés à cette activité. La danse depuis la nuit des temps, communiquer, les émotions, ses états. Donc on écrit des choses de cette nature, on en a écrit 2 à 3 pages par expérience. Mais après, un danseur, c'est aussi quelqu'un qui réalise une prestation corporelle, seul ou à plusieurs, destinée à vue et à apprécier. Là, on se rapproche des formulations des programmes. Hein. Et on a essayé de caractériser chaque expérience à partir de 3 dimensions génériques. C'est-à-dire que danser, c'est toujours mettre en jeu son corps en lien avec un projet expressif. Toujours. Danser, c'est toujours interpréter. Danser, c'est toujours le pratiquant hein, qui danse, il communique aux autres. Ces dimensions, elles sont incontournables. Si on ne fait pas ça, on ne danse pas. C'est-à-dire bouger son corps sans un lien implicite ou explicite à un projet expressif, ça on pourrait en parler des années, mais bon, je vous le dis, c'est pas... Voilà. Alors quand on est un nageur, on n'est pas un danseur. Quand on est un danseur, on n'est pas un acrobate. Pour nous, hein, on pourra discuter. Il nous fallait encore préciser la différence entre un coureur de fond, de demi-fond et un nageur. Parce que le CC vous donne des données qui appartiennent à la fois au coureur de demi-fond et à la fois au nageur. C'est compliqué, hein? Comment on fait? Bon, et on est revenu au cadre qu'on a publié il y a longtemps, hein, c'est le fonds culturel qui définissait la culture du nageur, du danseur, du basketteur autour de 3 champs, les mobiles, le rapport à l'autre et les grands principes techniques et tactiques. Si on ne fait pas ça, on va dire le coureur de demi-fond, c'est pareil que le nageur. Non, si vous allez au fond culturel. Alors je vais essayer d'y aller. Donc vous voyez les rencontres qu'il y a entre l'expérience corporelle et culturelle et le fond culturel. Les mobiles du nageur sont imprégnés des dimensions anthropologiques et imaginaires de l'ECC. Hein, on ne va pas réécrire 10 fois le monde. Hein. Par contre, le rapport à l'autre, il est très proche d'un coureur de demi-fond et d'un nageur. Donc ces données, elles sont à la fois concernant toutes les PPSAD de l'ECC et à la fois très spécifiques. Je vais vous en montrer. Hein. Alors par exemple, on prend le nageur. Qu'est-ce qui le fonde du point de vue technique? Ou ces grands principes techniques et tactiques hein, que vous avez là, les grands principes techniques et tactiques et artistiques différencient. Ben, par exemple, on va écrire, on en a 6, dans le cahier 19 c'est écrit comme ça, il y a 6 grands principes qui fondent un nageur. On n'est pas un nageur si on ne va pas vers un équilibre horizontal permettant de transpercer l'eau. On n'est pas un nageur si on ne va pas vers des propulsions assurées prioritairement par les bras. Bon, un coureur de demi-fond, il peut écrire ça. Mais il peut transpercer l'air, hein, bon, on est d'accord, hein, il peut faire ce... Bon, par les bras, ça sera plus dur hein, pour le coureur de demi-fond. Donc, alors il y en a 4 autres que je n'ai pas mis parce qu'il faut aller vite. Ce fond culturel, via les grands principes, différencie l'activité des pratiquants dans chaque CC. Donc on a fait l'effort, ben, s'il y a 4 PPSAD dans le CC1, il y a 4 fonds culturels, mais il n'y a qu'une seule description de l'ECC performance. Donc on a fait cet effort. Bon, dans le rapport à l'autre, je vais très vite, c'est des choses très... Mais c'est profondément culturel, le rapport à l'autre. C'est pas qu'une affaire de coopération, hein, le rapport à l'autre. C'est de la culture. Quand on est un athlète, l'autre, c'est un authentificateur de résultats. Moi, j'ai pleuré toute ma vie de voir de la natation sans chronomètre, de la natation sans résultat. Ça a quoi les valeurs de ce qu'on fait, monsieur? Ben, je sais pas, tu es dans l'eau. Ça te mouille, sûrement, mais est-ce que ça te construit? Voilà, donc le rapport à l'autre, c'est fondamentalement culturel. Voilà, ça je voulais vous le dire pour pas que... Alors, le ciblage, je vais vite parce que ça, vous l'avez sûrement lu, c'est que on ne peut pas enseigner tout le temps. Voilà, c'était le départ. Hein. On l'avait écrit, tout n'est pas fondamental tout le temps. Quand on a des 5e, la danse en 5e, c'est pas la danse au lycée. Ou en école maternelle.
Du coup, on cherche des objets d'enseignement, hein, là on revient, et ces objets d'enseignement, on les a appelés soit des pas en avant qualitatifs, du point de vue d'une nouvelle motricité à construire. C'est des pas en avant dont la dimension motrice est première. Il peut y avoir des pas en avant méthodologiques, hein. Mais ils sont intégrés à ces dimensions. Pour faire des pas en avant méthodologiques ou sociaux, peut-être, nous on n'a pas formalisé ça complètement, mais tous les pas en avant sont d'opérer une rupture avec la motricité. Si vous voulez déconstruire la motricité d'un terrien pour le rendre nageur, il faut des pas en avant. Et il faut des leviers, comme des trucs qui rentrent dans la motricité pour la déconstruire et lui donner un nouvel état qui sera à nouveau déconstruit. Voilà comme on conçoit. Alors juste, l'OE n'est pas l'action nouvelle, vous verrez l'importance tout à l'heure, qui doit être construite, il en est sa condition. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai un point de vigilance absolu quand on a travaillé. Pendant un an, on a confondu compétence et objet. Je vais y revenir. Donc l'objet n'est pas l'action qui doit être construite, l'objet en est la condition. Alors par exemple, j'ai pris ça parce qu'à Lyon, il y avait on m'a dit, sur le relais, ils butent les étudiants. Alors voilà, l'objet d'enseignement, Éric Liobé, hein, dit ce qu'on étudie au cycle 3, c'est le départ anticipé du receveur. Alors avec tous les jeunes, ils sont scandalisés. Hein. Et celui qui a le relais, alors mais il n'y a même pas de relais. Alors là, on les tue, quoi. Ils s'en sont pas remis encore, quoi. Hein, on étudie le départ anticipé du receveur. Voilà. Alors après, j'en ai d'autres, mais je dois aller vite. Alors, l'objet, c'est ce qui crée la condition d'un jeu de course de vitesse à deux, quoi. Si le receveur ne part pas vite, il n'y a aucune chance que les deux aillent vite. Alors, juste premier point de vigilance, peut-être ça que l'action, il y a toujours deux versants dans la compétence, dans le ciblage. La compétence et l'objet. Pourquoi on vous le dit? Parce qu'on était 50. Pendant un an, on s'est balancé des OE dans la figure. On a des OE reformulés 30 fois. Et à la fin, la 30e version, vous n'allez pas l'aimer. Mais c'est la vie, hein, faites-en 35, 40 versions. Mais on s'apercevait avec Serge que les OE qu'on nous donnait n'étaient pas des OE. Ce n'étaient pas des conditions de la réussite. C'était l'action. Vous voyez, parce que la compétence, c'est toujours une action finalisée dans un contexte. Oui, mais si on n'a que l'action, on ne donne pas la raison. Voilà. Et ça, faites attention si vous aimez la notion d'OE. Ne confondez pas l'action qui est produite par l'appropriation de l'OE lui-même. Alors si je reprends un travail qu'a fait Serge, où là on différencie compétence et objet d'enseignement choisi. La compétence, elle vise des déplacements pour orienter son corps dans différentes directions. C'est un déplacement orienté sur un espace. Si je me trompe, Serge, tu me corriges. Mais l'objet, grâce à quoi? En fait, l'OE, c'est la réponse à grâce à quoi? Comment il fait le grimpeur pour s'orienter sur une paroi? Eh bien, Serge nous dit, et les collègues qui ont travaillé avec lui sûrement, tonicité, mobilité sur l'avant des pieds pour gagner en précision afin de mobiliser le train inférieur dans le déplacement. C'est la condition de la compétence. Alors vous me direz, il fait que ça? Ben ouais, à un moment donné, c'est prioritaire. Alors vous avez vu, on nomme les objets, avoir des pieds comme des mains. Dans le 19, tous les objets ont un nom pour les repérer, pour ne pas les perdre. Un deuxième point de vigilance, et ça c'est les jeunes étudiants, peut-être dans la salle, qui se disent un OE, un objet d'enseignement, ce n'est pas un contenu d'enseignement. C'est fondamental. Si vous allez au concours, si vous dites avoir des pieds comme des mains, c'est mon contenu d'enseignement, le jury ne sera pas bien d'accord. D'accord? Donc, quand on cherche l'OE, on cherche quelque chose qui a une durée de vie autour d'une quinzaine d'heures de pratique effective. Hein. L'OE, ça conditionne une séquence. Le contenu, c'est beaucoup plus précis, peut être beaucoup plus court. Et du coup, par exemple, si on prend la natation, bon, l'OE, c'est adapter son amplitude de nage, vous le savez par cœur, mais si vous êtes d'accord, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous ferez autre chose. Hein. Ouh là là, vous ferez autre chose. Hein. Mais si on fait ça, il y a deux grands contenus prioritaires, cycle 3, hein, c'est du côté de l'identification d'un corps profilé, et de l'autre côté, c'est vers le trajet des bras moteurs plus précis. Et les contenus, que peut-être on vous demande dans les concours, ils sont peut-être de cette nature-là.
C'est-à-dire que lorsqu'on veut profiler son corps, il vaut mieux peut-être mettre la tête en rotation ou l'immerger de manière précise. Il vaut mieux, alors le M c'est motricité, le SE c'est sentir, Olivier, j'ai fait pour toi, et le I c'est l'intelligibilité, c'est le cadre du pratiquant cultivé. Bon, vous l'aurez, hein, ça vous regardez, mais vous voyez que quand on dit sentir la pression de l'eau sur la main et l'avant-bras, ça n'a rien à voir avec adapter une amplitude de nage. Or, si on ne sent pas la main sur l'avant-bras, ou si on ne nage pas le coude haut, eh ben on ne construira jamais une amplitude de nage optimale. Donc, vous voyez, les contenus, c'est un grâce à quoi, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Comment cibler? Je vais vite. Bon, il y a beaucoup de paramètres. On prend des éléments du fond culturel. Par exemple, en natation, il faut se déplacer grâce à un rôle prioritaire des bras. On peut le combiner avec un autre axe du fond culturel. Vous avez dit, il y a 6 dimensions hein, pour le nageur, il y en a 8 pour le danseur, je crois. Et on va l'adapter au niveau de ressources des élèves. Et c'est ce croisement qui donne un ciblage. C'est-à-dire que pourquoi on ne cible pas n'importe comment, n'importe où les choses, c'est que parce que pour construire un nageur, un 6e, c'est pas un terminal. Rien à faire. Ils n'ont pas le même niveau moteur, émotionnel, tout ce que vous voulez. Donc, on adapte au niveau de ressources, presque au pluriel, des élèves. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on a procédé. Hein. Après, il y a d'autres choses hein, qui viennent. Alors, la notion de parcours de formation, elle est induite par la notion d'objet pour nous. Par exemple, vous avez 51 objets décrits, il y a 10 pages par objet. Hein. 51 objets, 10 pages par objet, voilà pourquoi il y a 500 pages dans le cahier 19. On a longtemps hésité sur les modèles des parcours de formation. Sans objet, vous n'avez pas de parcours de formation. Vous avez une espèce de patchwork où l'élève il fait tantôt ça, tantôt ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui articule les objets sur 7 ans, 8 ans de scolarité? C'est ça un parcours de formation. C'est une articulation d'objets. Alors quand on en a, en gros c'est étonnant parce que quand on a travaillé sur les objets en natation, en danse, en sport co, on s'est aperçu que les collègues n'allaient pas au-delà de 4 OE sur une scolarité. 4. Et c'était des experts. Nous, il n'y a pas plus de 4 pas en avant. Mais ces pas en avant, ils s'organisent comment? Comment ils s'organisent sur 7 ans? Alors il y a un modèle qui combine plutôt une logique horizontale et verticale. Serge, dans son ECC, avec la CO, tout ça, il imagine qu'il y ait un objet qui pourrait s'imposer à tous, mais après l'objet numéro 1, il y a une voie B en fonction d'autres analyses qu'on pourrait faire. Vous trouverez dans le cahier 19 plutôt, mais c'est à discuter. C'est à discuter. C'est bon, il y en a encore pour 5 ans. Hein. Une logique verticale plutôt en termes de poupée russe. Chaque Panava construit une base, un socle de ressources au pluriel, hein, qui peut être un point d'appui pour le... Donc, vous verrez dans le cahier 19, il y a les 2 modèles, ECC2 plutôt logique horizontale et verticale, et les autres ECC, ils sont dans une logique plutôt verticale. Les formes de pratique scolaire, vous l'aurez en diaporama, j'y vais pas trop, tout le monde en a parlé un peu, c'est vrai qu'il y a un côté un peu kit, mais je crois que le problème des formes de pratique, c'est que le côté kit fait que les gens n'ont pris que l'externe d'une forme de pratique, une mesure. Ils ont pris, on bloque la balle au volley, on fait une chenille en natation, on fait du coup droit, bon. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous fait tous mal un peu, et Loïc l'a dit, prêt-à-porter, mais nous on en souffre aussi de ça. Quand on produit une forme de pratique, c'est un emballage complet qu'il faut faire. Et ça, je crois que c'est compliqué. Alors, juste des points de vigilance. Premier point de vigilance, tout ce qui est original ne garantit pas la cohérence. Si vous savez le nombre de situations que j'ai jetées, parce que c'était bien. C'était bien. Tu es content, hein? Ah, c'est sympa. Hein, mais qu'est-ce que je leur apprenais, quoi? Du coup, vous dire que
les formes de pratique n'ont de sens pour nous, hein, attention, oula, si l'objet est identifié. Sans objet identifié, la forme de pratique, c'est du vide. Et on prend à ce moment-là que les traits superficiels qui plaisent, hein, qui plaisent beaucoup. Mais si on ne sait pas à quel objet, nous, vraiment l'effort, si vous devez nous attribuer quelque chose, c'est cette relation objet-forme de pratique. Si vous ne faites pas le lien, ben vous ferez des énièmes formes de pratique amusantes en EPS. Voilà, on peut faire un concours, hein. Deuxième point de vigilance, toutes les contraintes n'ont pas les mêmes valeurs. Toutes les contraintes n'ont pas les mêmes valeurs lorsque vous construisez une forme de pratique. Une forme de pratique, il y a un ensemble de règles qui la construisent, d'accord? Alors je vous donne un exemple. Vous prenez en natation au lycée, l'objet d'enseignement, c'est construire une motricité très fine dans l'eau, parce que les athlètes et les nageurs, à un moment donné, ils ont besoin de se paramétriser. Alors ça va sur l'amplitude-fréquence, mais ça va sur les schémas respiratoires, ça va sur les positions corporelles. Passons. Donc cette idée de paramétriser le nageur, eh bien, par exemple, nous on pense qu'il vaut mieux faire des épreuves de variation de vitesse dans l'eau, au lycée, que des changements de nage. Et quand on prend la profession, malheureusement, mais pour moi, c'est peut-être très bien, j'en sais rien. Je pense qu'on y gagnerait à construire un nageur si on faisait plus d'épreuves de variation de vitesse. Nage, lent, vite, lent, vite, lent, vite. Quand vous faites du lent, vite, vous avez touché une contrainte emblématique d'une situation de lycée. C'est plus crawl, pape, dos, brasse. C'est plus ça. La forme de pratique, elle part ailleurs. Mais si vous n'avez pas l'objet, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas crawl, passe, dos. Après tout, il y a de l'eau, hein. C'est sympa. Hein? Non, c'est l'objet qui fonde la mesure. Quand vous dites garder la mémoire du travail effectué, par le numérique, ben oui, il faut le faire. Mais moi, un tableau me suffit. Hein. Ou à l'oral. Moi, je fais ça dans le quart, la mémoire avec mes élèves. Le quart, tu nages combien, tu fais combien? Garder la mémoire, c'est une mesure qu'on appelait d'étayage. Alors, le vocabulaire... Mais dans une forme de pratique, toutes les contraintes n'ont pas les mêmes valeurs. Voilà, gardez ça. Hein. Toutes les contraintes n'ont pas les mêmes valeurs. Et si vous avez une forme de pratique sans objet, eh bien vous allez bidouiller et tirer sur des fils. Et ça, je m'arrêterai. Promis. Le pas en avant, enfin, dans le cahier 19, bon, fil rouge, ben oui, j'ai un petit peu de responsabilité dans le fil rouge. Hein. C'est comme ça m'a fait tellement du bien dans ma vie professionnelle qu'on l'a retenu. Mais aujourd'hui, on est allé plus loin. Quand vous parlez de fil rouge, on s'est aperçu qu'on brassait deux choses dans fil rouge. Ce qu'il relevait du projet d'action de l'élève, on l'a vu dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure, il y avait des exemples qui portaient des projets d'action. Tous les scores parlants sont des projets d'action. On les a appelés fil rouge macro. Alors par exemple, les pertes de balles dans la progression, lorsqu'on jouait, on joue sur du jouer vite ou pas en basket, hein, c'est un OE numéro 2, après jouer vite, après c'est on joue vite ou pas. Si on fait que jouer vite, on est mort. Hein. Et ça, on fait des pourcentages, on dit aux élèves, vous avez fait 22% de perte de balles sur le nombre de possessions, vous devez passer à 50%. Qu'est-ce qu'ils disaient mes élèves? Et on fait comment, monsieur? Oui, tu fais comment? C'est une bonne question quand même. Et on s'est dit, tu fais comment? Eh bien, on avait de l'implicite partout hein, autour de nous. On a dit, il y a des choses qu'on va écrire et on les appelait fil rouge micro. Ce sont les éléments d'intervention et d'interaction entre élèves. Qu'est-ce qu'on regarde? Un fil rouge, c'est un observable. C'est un observable qui permet d'interagir élève-élève, prof-élève. Alors par exemple, dans ce modèle de jeu, le moment du déclenchement du non-porteur, qui est souvent un appui dans le jeu rapide ou en relais, quand c'est que j'arrête d'être devant? Monsieur, quand c'est que je vais plus... Ben, regarde ton porteur, il est comment ton porteur? Et on donne donc des observables sur le porteur pour organiser le non-porteur. Si vous ne donnez pas ça, il ne sait jamais quand il doit aller derrière ou pas. J'arrête, un fil rouge, ça aussi c'est important, c'est ma faute.
Le fil rouge macro, relation temps-bras, des années. Je l'ai vu cloner 100 fois, 10 000 fois dans des situations FPS. Mais aujourd'hui, si on veut, comment on fait pour faire un rapport optimal vitesse-bras dans une forme de pratique? Il faut donner des fils rouges micro. Celui-là, il y en a plein. Hein. L'attaque de la main devant, loin et profond, coup de haut. Eh bien, les élèves, ils regardent si le coude est haut, parce qu'ils nagent comme ça. Si vous nagez comme ça, vous ne réduirez jamais plus rien. Voilà, donc voilà, je vais arrêter. Hein. Cette distinction macro-micro, elle est, à mon avis, avec le projet d'émancipation, peut-être le pas en avant du cahier 19 et 18 sur les autres cahiers du CEDREPS. Et dans le cahier 19, comme ça la EPS va être riche, hein, et on pourra partir aux Seychelles, nous. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal les Seychelles, hein, grâce à tout ce que vous allez acheter. Voilà. Donc on les a décrits avec une grande modestie, parce qu'on s'apercevait que 5 spécialistes d'une PPSAD, confrontés à ce débat micro-micro, micro-macro, étaient en difficulté. Pourtant, les collègues, ça faisait 20 ans qu'ils enseignaient du basket ou du handball. Donc cette distinction, pour nous, elle est prometteuse d'une EPS de demain. Je m'arrête.